Popcorn. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 11 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Popcorn aigre doux. Alors, Popcorn Aigre Doux, c'est une émission où deux amis, Michel et moi, discutons de deux films. C'est ça. Alors, aujourd'hui, Louis, qu'est-ce que tu bois? Eh bien moi, je bois quelque chose de relativement simple, c'est un jus de raisin blanc. Et c'est très bon, c'est un peu sucré, mais j'aime bien. Et toi? Eh bien, moi, je suis aussi passé à la boisson non alcoolisée pour aujourd'hui. Et je bois un thé aux pommes avec des épices d'automne, donc de la cannelle et des trucs comme ça. C'est très bon. Ok, super. De quoi est-ce qu'on va parler ce mois-ci, Michel? Eh bien, avant même de nous lancer dans le sujet, j'aimerais qu'on annonce quelque chose. C'est pour permettre à plus de monde de profiter de nos épisodes, nous avons décidé de les scinder en deux parties. La première partie est garantie sans spoiler, et la deuxième partie, on se permettra de divulgacher sans complexe. Bienvenue donc dans la première partie de cet épisode. Ce mois-ci, c'est un épisode où les deux films nous ont bouleversés. En même temps, avec notre thématique Maman je t'aime, on pose le ton direct. Les films dont nous allons parler donc, c'est We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey et Mommy de Xavier Dolan. C'est des films qui sont perturbants, choquants, parfois même. Surtout si on n'a pas résolu son complexe d'Oedipe. Clin d'œil, clin d'œil. En gros, avant d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous référer à la description de l'épisode. Alors, le premier film dont nous allons parler est We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey, avec Tilda Swinton et Ezra Miller, qu'on a pu notamment voir sous les traits de Flash dans le film Justice League, par exemple. On y suit la vie de Kevin et de sa mère Eva. Kevin est en prison et Eva est haïe par le voisinage. Au fur et à mesure du film, on parcourt leurs souvenirs qui permettent de comprendre leur relation et pourquoi Kevin est en prison. Sans être un carton, le film a connu un succès d'estime raisonnable et quelques distinctions notables, surtout britanniques. Et notre second film sur la thématique des mamans d'amour qu'on aime et qu'on déteste parfois, mais qu'on aime tellement qu'on les déteste et qu'on les déteste tellement qu'on les aime, c'est Mommy de Xavier Dolan. Mommy, c'est un film canadien en français et qui a connu un très important succès critique et public. En France, par exemple, c'est un des films qui a connu la plus grosse couverture médiatique, en faisant la une de plusieurs journaux, dont Libération, ce qui est quand même relativement rare. C'est un film vraiment émouvant où on voit évoluer trois personnages qui interagissent ensemble. Diane, son fils Steve, qui est atteint de troubles du comportement, et Kila, leur voisine, qui est plus en capacité de travailler. Voilà. Donc, comme d'habitude, dans Popcorn Aigre Doux, nous nous lançons ensuite dans une discussion non scriptée. Donc, c'est possible qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais on essaie toujours d'y revenir. Pour le rappeler une dernière fois, donc la première partie sera sans spoiler, et la deuxième partie, on se permettra de parler de la fin du film. Donc, c'est parti pour la première partie du duel. Duel. Alors du coup, Louis, de quoi est-ce qu'on peut parler sans spoiler dans ces deux films? Non, mais déjà, on peut parler de la thématique évidente de ces films, qui est la relation mère-fils conflictuelle, et qui est pas juste conflictuelle, qui est vraiment un mélange d'amour et de haine. On a choisi de nommer l'épisode, merci d'ailleurs, c'est Michel qui a fait une liste, un tempêtage de cerveau, pour trouver tout un tas de noms divers et variés pour l'épisode, et on a jeté notre dévolu sur Maman je t'aime, parce que les films caractérisent vraiment ça, cette relation, en même temps d'amour ultra intense, mais l'amour aussi dans ce que ça a de côté compliqué à gérer, de possession, de troubles émotionnels vraiment intenses, et qui peuvent aussi s'apparenter à des épisodes de violence super importants, que ce soit dans We Need to Talk About Kevin que dans Mommy. Et ça, c'est une thématique où enfin, je sais pas, moi, ces films-là, j'ai vu les deux. J'ai d'abord vu Mommy au cinéma, où c'est horrible. Oui. J'ai vraiment, moi, ça m'a remué beaucoup de trucs. Et alors, c'est un très beau film, mais ça m'a vraiment perturbé et duré longtemps. Ouais, je me souviens que tu m'en avais parlé.
Ah ouais, et We Talk Ça About m'avait Kevin. aussi pas mal bouleversé, Hmm. mais tu m'avais dit que toi, ça t'avait vraiment touché pendant la séance de cinéma. Ouais. Et We Talk About Kevin, c'est pareil. J'étais vraiment troublé, quoi. Le film montre vraiment une relation hyper forte entre une mère et son fils, et c'est troublant. Et en plus, la manière dont c'est réalisé, We Talk About Kevin, on commence quand même au début, on sait pas trop ce qui se passe. Euh, Et il y a beaucoup d'évocations graphiques, avec la première scène, quoi, Oui, qui est donc un moment du festival de la Tomatina en Espagne, où il y a des centaines de tonnes de tomates qui sont jetées dans la foule et où les gens baignent dans la tomate, ou une omniprésence de la couleur rouge, etc. Et donc oui. qui traverse tout le Puis il y a un film. côté aussi très, très organique avec justement les tomates, la matière qui, euh, qui se retrouve sur les corps, Mm. où t'as ces corps qui se mélangent. Elle est vraiment impressionnante cette scène. Et dès le début, on sent qu'on va nous raconter un truc qui est pas facile, mais on sait pas ce que c'est. Et on remonte comme ça les souvenirs. Et d'ailleurs, je lisais que c'était pas un film de flashback, que c'était plutôt que c'était pas des flashbacks sur la manière dont les personnages se souviennent de leur histoire, Hmm. qui est filmé, avec aussi ce que ça peut comprendre de partialité dans la question du souvenir. Et comme ça, on reconstruit le film dans notre tête, et en fait, plus ça va, plus on est perturbé, quoi. Et plus ça évoque Oui. aussi cette relation vraiment intense. Ouais, d'ailleurs, j'ai même vu que We Need to Talk About Kevin, ils avaient vraiment vu ce film plus que comme un drame, comme limite un film d'horreur. Ah ouais. Euh, ouais, un film d'horreur, mais du coup ancré dans le contexte d'une famille un petit peu lambda des États-Unis. C'est un petit peu qu'est-ce qui peut être le pire qui puisse arriver euh, à des jeunes parents, Hmm. et de prendre un peu le virage de l'horreur là-dessus, mais une horreur qui est quand même assez ancrée dans la réalité, parce que ce qui est décrit dans le film, même si le film ne s'inspire pas particulièrement d'un fait divers ou de quelque chose de précis, euh, ça s'inspire de beaucoup de choses réelles qu'on retrouve dans les actualités. Je vais pas rentrer trop dans le sujet. Ouais, ouais, non, et une partie de traumatisme américain, quoi. Euh, Oui, c'est quand même, ça reprend des thématiques qui sont récurrentes dans les fictions américaines, et c'est pas un hasard, notamment dans les fictions justement d'horreur sociale. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais c'est pas vraiment un genre, mais c'est quand même des thématiques qu'on retrouve souvent. Mais ne serait-ce aussi que la famille qui vrille, oui, c'est aussi quelque chose, quoi. La thématique de la famille, elle est vraiment très présente dans le cinéma américain, oui. et surtout la famille dysfonctionnelle. Euh, Comme en France d'ailleurs, au cinéma français c'est aussi omniprésent la famille, mais c'est pas forcément le cas dans d'autres cinémas, quoi. Euh, Ouais, et même, je dirais, de la famille nucléaire, enfin, même s'il y a cette vague un petit peu où maintenant on essaie de montrer les familles modernes, comme la série Modern Family, mais là je trouve que... Oui. Oh, visage choqué. Oh. Des familles monoparentales, des parents divorcés, des des familles familles homoparentales. homoparentales. Euh, mais là où Mommy, justement, ça montre un autre type de famille qui, contrairement à We Need to Talk About Kevin, est pas la famille qui a bien réussi dans les banlieues nord-américaines, où là c'est plutôt la mère toute seule qui galère. Ouais. Son mari est mort il y a quelques années, et elle galère entre elle essayer de stabiliser sa vie et son fils qui a des problèmes apparents de comportement. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de on, Madame Després. Tu sais ce que je veux dire, là. Pas on, moi, puis toi. On, moi, puis mon gars, je suis pas niaiseuse. Madame Després, faites pas semblant de tomber en bas de votre chaise, là, franchement. C'est à peine si votre fils, il a pas un passeport pour se rendre en tôle. Hey, t'es pas bien, toi. Mon gars, il ira pas en prison. Ouais. Et on voit d'ailleurs aussi le personnage de Kila, la voisine, qui pourrait avoir une vie plutôt aisée, et qui en fait vit quand même dans un quartier qui est pas terrible. On est loin effectivement Mm. du modèle de réussite, quoi. Oui.
Et je trouve que et ça, par contre, c'est quand même un truc. Alors, juste avant l'émission, on déversait tout notre amour pour Xavier Dolan, amour-haine, dans le même genre de relation C'est ça. qu'avec les mères. J'expliquais à Louis que Xavier Dolan est une personne qui me... Alors en anglais, je dirais trigger, donc me déclenche, qui fait ressurgir mes insécurités. Et, et donc, j'ai une réaction très épidermique vis-à-vis de Xavier Dolan, mais je reconnais que son cinéma et ses films me touchent beaucoup. En tout cas, ceux que j'ai vus. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que ce soit dans ce film-là, mais également dans ses autres films, il y a quand même je trouve qu'il y a une assez bonne précision dans les faits de société qui sont montrés. Dans la manière dont les personnages campent, dont les acteurs campent leurs personnages. Enfin là, dans Mommy par exemple, mais une famille de banlieue monoparentale à la suite d'un décès, etc. Je trouve qu'il y a une vraie finesse quoi dans la manière dont c'est montré, dont c'est filmé. On n'est pas dans la caricature, on n'est pas non plus dans un truc bisounours. Alors parfois ça vrille un peu, c'est pas toujours, mais de toute façon ça reste du cinéma, mais quand même, je trouve que c'est relativement fin et d'autant plus fin que je me dis qu'il est encore jeune quoi. Il a un regard qui est assez aiguisé quand même, je trouve sur ça. J'avais été assez estomaqué aussi par la subtilité du propos et du film qu'il a produit avec Mommy, en se disant qu'il avait 24 ans quand il l'a fait. Et c'est vraiment un film qui porte un message, qui non seulement raconte une histoire, mais porte un véritable message de société. Il y a un engagement quand même politique assez important. dans ce film, assez important, notamment vis-à-vis de comment les personnes qui sont un peu à la marge de la société, que ce soit du fait de de s'ils ont une maladie ou parce qu'ils ont une situation sociale moins commune, comme la mère dans ce film, et donc de comment la société a tendance à les broyer, encore une fois. Et j'avais été vraiment époustouflé par la finesse de ce film. Carrément. Même s'il y a un petit côté glamourisation aussi, mais... Ah bah c'est hyper pop, mais en même temps il a toujours fait ça. Il y a l'omniprésence de musique dans tout son cinéma en permanence et c'est super pop et des scènes qui sont assez ordinaires voire tragiques, il les rend justement, il les glamourise, il les rend pop. Mais il y a même pour moi il y a quand même pas mal de références. C'est aussi un cinéma qui est assez référencé. Et notamment aussi, moi, ça fait penser du coup un peu, alors dans un autre style, mais quand même au cinéma de Tarantino par ce côté super référencé. Et je trouve qu'il référence beaucoup Tarantino aussi. Intéressant. Tu vois, je trouve que souvent quand même tu retrouves des plans, des scènes, des manières de filmer, et qui font référence au cinéma français, au cinéma américain, au cinéma canadien. Et il veut montrer qu'il a vu ces films-là aussi, je pense. Oui, sans pour autant abandonner un style bien à lui. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que ça me fait penser à Tarantino. Tarantino, c'est presque parfois, alors il y a des films qui sont plus que ça, mais par exemple Kill Bill, c'est juste, enfin, on est quasiment dans la compilation de références, quoi. Kill Bill, il y a quasiment pas une scène qui est originale, que Tarantino a sorti de son cerveau, c'est que des scènes qu'on peut retrouver dans d'autres films, et en même temps, on retrouve quand même le ton de Tarantino, la manière de faire, les couleurs, les thématiques, etc. Ça n'empêche pas, mais ça reste super référencé, quoi. Tiens, en parlant de couleurs, qu'est-ce que tu as pensé du choix des couleurs dans ces films pour justement parler de la relation mère-fils? Je sais pas, tu veux parler du sang de la naissance, Ouais. Non, mais je trouve que We Need to Talk About Kevin, il y a un choix de palette chromatique assez intéressant, notamment avec ce rouge qui revient constamment. Du rouge et d'autres couleurs d'ailleurs dont je vais pas forcément étayer le propos ici. On en parlera plus dans la partie spoiler, parce que moi la manière dont je vois les couleurs, ça spoil quand même un peu le film, mais mais il y a presque un truc divinatoire aussi, alors, que ce soit dans We Need to Talk About Kevin avec le rouge sang, ça de son depuis le début. Mais pas que ça, il y a d'autres couleurs qui font référence à une obsession du personnage de Kevin et qu'on retrouve aussi dans toutes les scènes du film. Ouais.
En tout cas, c'est parce que le rouge, je pense que c'est une de ces couleurs hyper symboliques qui du coup peut avoir C'est clair. plusieurs sens. Et même si, en effet, ce à quoi tu fais référence, qui se porte plus sur la fin du film, c'est pas suffisant pour expliquer cette omniprésence du rouge dès la première scène de la Tomatino. Tomatina. Ou Tomatina? Oui. Moi, il me semble que c'était Tomatino, mais bon. Je sais plus. Moi, il me semble À que chaque tu te fois, trompes. tu me fais douter. Mais vérifie, hein. Je vérifierai. Mais ouais, c'est un peu ce côté organique et passionnel, je trouve qui représente bien aussi cette relation mère-fils dans We Need to Talk About Kevin, où même si ça part du coup dans l'extrême opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre dans une relation mère-fils traditionnelle, donc là ça part plutôt dans la détestation, voire la haine profonde, mais ça reste une passion. Dans cette relation d'amour et de haine hyper forte et où ça se mélange. De toute façon, c'est quand même complètement le propos de chacun de ces films. Ouais. De parler de ça. Et alors, Mommy est un film qui est beaucoup plus parlant que We Need to Talk About Kevin, qui est plutôt un film où ça parle pas, ou pas beaucoup. Dans Mommy, ça parle tout le temps. Mais ça parle aussi tout le temps d'amour, quoi. On s'aime et de comment je l'aime et comment elle m'aime et comment truc. Et que tu sais que je t'aime et tu sais que même si je suis violent, c'est parce que je t'aime et pour prendre soin de toi, parce que je t'aime. Et c'est omniprésent, quoi. Une espèce de truc. Oui, c'est vrai que c'est même au point où il le répète tellement au cours du film que t'en viens à en douter. De dire, est-ce que la mère n'arrête pas de répéter qu'elle aime son fils juste pour s'en convaincre? Je suis contente, par exemple, parce que c'était tough de pas voir mon gars. Tu sais, pas le... Là, je l'ai tout à moi. Ouais, ouais. Une espèce de mantra pour se rassurer, se dire qu'elle reste une bonne mère. En même temps, je pense qu'il y a quand même, ça se voit qu'elle l'aime, hein, mais c'est... Mais c'est complexe, c'est des relations c'est des relations qui de toute façon sont complexes. Ouais. Et il y a un mélange des genres aussi, que ce soit d'ailleurs dans We Need to Talk About Kevin que dans Mommy, mais sur on va parler pour le coup du complexe d'Oedipe, mais qui est une théorie freudienne du développement de l'enfant sur le fait que les garçons passent par une phase dans leur construction psychique où ils comprennent que déjà ils sont plus leur mère, que le sein de la mère fait pas partie d'eux, que la pensée magique elle s'arrête, on comprend qu'il y a bien des êtres distincts et que du coup il y a deux personnes dans la famille au moins, c'est le père et la mère et qui sont ensemble et qui ont une relation proche et l'enfant lui il essaie de construire ses relations avec ses parents par rapport à ça et la relation de proximité est charnelle aussi parce que il y a la tétée, etc. Il y a une relation physique avec la mère qui s'opère. Et comprendre que il y a aussi c'est que la mère elle appartient pas quoi à l'enfant et qu'elle entretient une relation de proximité avec le père et accepter ça pour les enfants c'est compliqué et difficile et ça prend du temps. Et le complexe d'Oedipe c'est un peu celui-là et qui une schématisation issue de la tragédie grecque sur Oedipe, où pour raconter succinctement l'histoire, Oedipe était un prince dont on a prédit à ses parents qu'il allait tuer son père et coucher avec sa mère. Pour éviter ça, on l'a pendu à un arbre et il a été recueilli par un berger, pendu par les pieds. Il a été recueilli par un berger et en fait le destin finit par se réaliser et de manière accidentelle, mais il tue son père de manière accidentelle, ne sachant pas que c'est son père, il couche avec sa mère, ne sachant pas que c'est sa mère. Il se marie avec sa mère. Hein? Il se marie avec Oui. sa mère. En plus.
C'est même pas seulement couché, il remplace Oui, il remplace complètement complètement le père. Et au moment où il s'en rend compte, il se crève les yeux pour ne plus voir Oui, ça. Et donc, c'est en s'inspirant de ce mythe grec que Freud a nommé le complexe d'Oedipe. Et à un moment, le complexe d'Oedipe, il se résout. C'est-à-dire que l'enfant, il accepte que sa mère, elle lui appartient pas et que il a beau lui porter tout l'amour du monde et qu'elle a beau lui porter tout l'amour du monde, c'est pas le même amour que l'amour qui est porté avec le père, ni l'amour la manière dont elle vit son amour avec le père et avec chacun des enfants, quoi. Et que c'est des choses qui s'opèrent différemment. Et là, on est complètement dedans. Il y a une relation du coup d'amour et de possession, de volonté de posséder, quoi, de la part des enfants. Que ce soit Kevin ou Steve, il y a une idée aussi oui, de posséder la mère, quoi. oui. J'allais dire que les deux films restent très ancrés dans cet imaginaire du complexe d'Oedipe, dans le sens où ils y font tous les deux des références assez Ah oui, directes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. sans le nommer, mais il y a des scènes qui montrent que la relation enfin, des fils avec leur mère est bascule en dehors du domaine de la normalité où le fils se met à remplacer le rôle du père ou voit le père comme pas comme un rival, mais cherche à devenir cette autre figure d'importance égale avec la mère. Regarde-moi. On va être une team. Oui. Nous deux. On va apprendre à me contrôler. On va prendre soin de toi. On va te protéger. Et peut-être, Michel, que du coup chaque film s'opère aussi dans un basculement, que ce soit un basculement en termes de valeur, mais aussi un moment où on peut plus revenir en arrière. Et ça se permet à plusieurs moments dans chacun des deux films. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, tu penses à un moment comme ça où tout bascule, quoi, où c'est plus possible de revenir en arrière, sans forcément qu'on entre dans quelque chose d'aussi dramatique que le thématique de ces films? C'est ça, ou la deuxième question, c'est, et toi, est-ce que t'as réglé ton complexe d'Oedipe? Ne me lance pas sur le complexe d'Oedipe. Je pense qu'on n'a pas, on n'est pas d'accord forcément sur le complexe d'Oedipe. Mais Ah bon, c'est vraiment ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on n'est pas d'accord sur le complexe d'Oedipe? je sais pas, j'ai cette intuition. Moi, le complexe d'Oedipe, je pense que c'est un concept intéressant, mais qui est surestimé, trop utilisé au point où même ça n'a plus de sens. C'est devenu, même pour moi, c'est pour ça que je parlais d'imaginaire du complexe d'Oedipe, où c'est un petit peu cette attente que tous les garçons ont envie de coucher avec leur mère et de tuer leur père. Je dis ça de façon très caricaturale parce que je pense que c'est la façon dont c'est le plus souvent présenté et sans aucune remise en question d'où est venue cette théorie et de si elle s'applique vraiment à tout le Hmm. monde. Et euh, c'est pour ça que le complexe d'Oedipe, quand on me dit ah oui, mais ça c'est le complexe d'Oedipe, j'ai tendance à avoir une forme de méfiance de me dire, certes, ça peut être un facteur, mais je pense que comme souvent dans la réalité, il y a plus qu'un seul Oui, bien facteur. sûr. Non, mais en plus, je partage ton avis. Pour compléter ce que tu dis, moi, je pense que il est mal compris. Et c'est peut-être ça que tu veux dire. Peut-être qu'il est aussi mal expliqué, sans donner trop d'importance. Mais je pense qu'il Oui, est un peu utilisé à tort à travers et surtout pour pas, en réalité, se poser vraiment ce qui se passe dans la vie psychique d'un individu et de mettre ça sur un calque, c'est le complexe d'Oedipe, point. oui, Malgré tout, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est, mais comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais qui est constitutif aussi de la vie psychique d'un individu. oui. Mais voilà, mais c'est juste que moi, juste parler du complexe d'Oedipe, je trouve ça réducteur et voilà, je trouve pas ça inintéressant de mentionner le complexe d'Oedipe, mais c'est un peu cette vision que c'est
la source de toutes les névroses. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans ces films. Même si je sais pas si c'est forcément le point de vue qu'ils cherchaient à développer. Mais c'est que la relation entre un fils et sa mère, ou les limites, les limites normales, par normal je veux dire euh, le plus accepté par la société, où les limites normales s'amenuisent, voire sont brisées, sont forcément la source de tous les vices et de tous les désordres psychologiques ou maladies Ouais, mentales. c'est marrant. Parce que tu vois, autant dans Mommy, je pense que c'est ce qu'il cherche à raconter. De toute façon, on le voit, il est complètement Ouais, obsédé par sa mère dans ses premiers films. Xavier Dolan, tous ses films quasiment font référence à sa mère, direct ou indirectement. Mais non mais son premier film c'est J'ai tué voilà. ma mère. Alors Donc là, ça donne quand même, alors lui avec c'est la même actrice d'ailleurs, qui joue dans Mommy, qui a joué dans plein de ses oui, films, Anne Dorval, qui est d'ailleurs fabuleuse dans Mommy. ouais, qui est vraiment très bonne. Mais avec qui aussi il a une relation très proche professionnellement depuis longtemps, enfant déjà. Ouais, Il avait une relation avec Anne Dorval où elle l'a pris un peu sous son aile. Parce qu'ils ont quoi, 20 ans de différence, 25 ans de différence? ouais, au moins 20 ans de Ouais. différence. Et ouais, elle l'accompagnait beaucoup, elle l'a un peu pris sous son aile quand lui il était acteur enfant, quoi. Oui, Et donc il y a une relation très proche et c'est pas un hasard si, et d'ailleurs il le dit lui-même que c'est des films de toute façon dont il veut raconter la relation avec sa mère. Dedans, et que c'est presque dans Mommy la première fois où c'est un peu fictionnel, mais je pense que c'est lui il veut faire raconter ça. Je pense que dans We Need to Talk About Kevin, il y a vraiment d'autres. Alors ça fait de toute façon partie du film parce qu'on parle d'une histoire entre une mère et son fils, mais je trouve que le film raconte aussi beaucoup cette espèce d'égarement de la société américaine à chercher aussi des coupables tout le temps, à pas vouloir se poser de ouais, questions, à cette relation de vie en communauté qui tourne mal. La mère, elle est haïe par le voisinage tout le oui. temps. Il y en a qui passent une bonne journée. Vous vous amusez bien? Je suis désolée. J'espère que tu pourriras en enfer. Et c'est une haine qui n'en finit pas et on lui fait payer tout le temps les événements du film alors qu'elle n'est pas vraiment responsable, quoi. Et je trouve que le film, moi, raconte un peu ça en disant, bah en fait, elle est pas vraiment responsable et pourtant on lui fait payer. Et c'est pas que sa relation entre elle et son fils et on dit, bah on a raison de lui faire payer. Au contraire, moi je vois que c'est un peu, je trouve que le film va un peu dans ce sens-là en disant, on a un peu tort de lui faire payer ça. Parce que et elle-même d'ailleurs est la première à accepter une forme de culpabilité. Oui, Et dans un rôle, justement, une attente de la mère, quoi, un rôle social de ce qu'on attend d'une mère, c'est, je sais pas, c'est d'être aimante avec son mari, c'est d'être aimante avec ses enfants, et donc si ça déraille, c'est la faute de la mère, quoi. ouais. Alors qu'elle, elle mène pas non plus une vie très heureuse, quoi. Franchement, c'est le moins qu'on puisse dire, même. Non, non, non. Et c'est ce que je trouve intéressant avec We Need to Talk About Kevin, c'est que ça montre ça montre un propos plus équilibré dans le sens où tu peux te poser la question de qui est le coupable, mais t'as pas de Mm. réponse à la fin. Euh, mais je pense que ça reste quand même ancré, voilà, dans cet imaginaire du complexe d'Oedipe, Mhm. que une des principales explications possibles, c'est qu'il y a quelque chose qui a cafouillé dans la relation entre la mère et le fils. Oui. Mais après, c'est des films dont la Et thématique principale, c'est la relation mère-fils, quoi. oui, oui, oui. Mais je trouve que c'est une thématique qui est extrêmement présente dans la culture Mm. populaire. Enfin, tu vois, je me suis retrouvé à regarder Psychose en C'est français, c'est ça? Psychose, Psycho ouais. De Alfred Hitchcock. d'Hitchcock, qui est un super film. C'est la première fois que je l'ai vu, même si je savais tout ce qui allait se passer. C'est vraiment un film que je recommande. Tu vois, en le regardant, je me suis dit, ah mais c'est marrant, c'est un autre film en fait sur cette relation aussi Mm. mère-fils, entre autres, sans trop spoiler le film. Ouais, Psychose, on a le droit. C'est un film qui est sorti maintenant 60 Oui, ans.
D'ailleurs, bon, j'ai une mini anecdote. Je sais pas si on peut parler d'anecdote, mais je repensais au film Psychose, donc où il y a un meurtrier qui a une relation très tendue avec sa mère, qui a un peu une relation castratrice, surtout depuis la mort de son père. Et bon, on apprend à la fin qu'en fait, il a tué sa mère, qui se déguise en sa mère pour tuer des gens, notamment des jeunes femmes. Et il y a un moment dans le film où il dit, c'est juste avant justement qu'il tue quelqu'un, il dit ah j'ai pas besoin d'amis. En gros, un fils, le meilleur ami qu'un fils peut avoir, c'est sa mère. Et ça m'a rappelé quelque chose. J'étais en date il y a quelques semaines avec quelqu'un. Ça n'a pas mené à grand chose. Et cette personne m'a justement dit la même chose, m'a dit ah mais ma mère c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Il faut se méfier et Ouais, fuir. les violons de Psycho 2. Ouais, parce que sinon il va porter une perruque, il va te poursuivre avec un couteau. Non, mais bon, je ne pense pas que cette personne soit un serial killer pour autant. Mais c'est marrant un petit peu cette constante culpabilisation de si la relation mère-fils cafouille, ça va mener à la perte de la société, en créant des psychopathes ou des personnes instables mentalement. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est là où je trouve que When You Talk About Kevin est plus fin que ça. Je trouve qu'il est un peu plus fin et qu'il aborde le sujet dans une plus grande finesse. Avant de finir la partie sans spoiler, sans divulgachage, est-ce que tu peux nous donner un avis que tu as eu sur chacun de ces films? Oui, bah moi c'est deux films que de toute façon j'aime beaucoup pour des raisons différentes. J'ai vu We Need to Talk About Kevin en premier et en le revoyant je me suis rendu compte que je m'en souvenais pas très bien, mais ce que j'aime beaucoup sur ce film, c'est que tout est dans la suggestion. Il y a quand même, je veux dire, il y a quand même des moments où on nous montre ce qui se passe, mais c'est vraiment au spectateur aussi d'un peu reconstruire l'histoire dans sa tête, de recoller les morceaux, et on te donne juste assez pour que tu comprennes en gros ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'adore Tilda Swinton. Et ensuite, Mommy, c'est un film qui est bouleversant. Je vais dire, c'est vraiment un grand drame, mais qui a aussi un vrai message, qui est pas juste là pour te faire pleurer, même si ça te fait pleurer. Et aussi où moi j'ai beaucoup ri dans ce film. Je trouve que c'est un film qui te permet de passer par plein d'états émotionnels très forts, et donc qui a beaucoup plus une portée cathartique que We Need to Talk About Kevin, qui moi m'a laissé davantage dans un état de tension, mais qui m'a marqué aussi. Voilà. Et toi? Eh ben, moi, un peu pareil, je te rejoins. We Need to Talk About Kevin, c'est un film que j'ai trouvé plus dur encore à son deuxième visionnage qu'au premier. Parce que dans le premier visionnage, on construit quand même le film dans sa tête en le regardant, parce que le film passe par différentes périodes. Et donc, je trouve qu'il y a un effort qui est du coup super intéressant parce qu'il fait passer par un chemin intellectuel qui est vraiment intéressant. Et par contre, au deuxième visionnage où du coup le film est construit déjà dans la tête, alors là c'est vraiment, ça prend l'aspect d'une tragédie de manière beaucoup plus forte, et moi j'ai revu aussi du coup un ensemble de scènes qui sont notamment dans le premier tiers du film sous un angle vraiment différent. Et ça, je trouvais que c'était super intéressant. Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que j'invite à le regarder. Oui. Mommy, c'est pareil. J'étais un peu moins touché là Oui. au deuxième visionnage. Je pense aussi parce que les raisons pour lesquelles ça m'a touché ont un peu changé. En tout cas, mon quotidien à moi, il a un peu changé par rapport à il y a 7 ans. Mais c'est un film qui est très fort, qui ressemble vraiment à un film de Xavier Dolan, pour le coup. Sans hésitation, on retrouve ces mêmes gimmicks. En tout cas, si vous aimez son cinéma, alors là, vous serez pas déçus, quoi.
On s'en fout, on retrouve euh, des phénomènes de société puissants, des gens qui ont des vies pas si simples que ça, un côté pop avec beaucoup de musique, une présence de musique très forte, un côté un peu poétique, un jeu aussi sur l'image, sur le cadre, etc., qui est plutôt chouette. Et c'est pareil, c'est un film, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir et ouais, je suis très content de l'avoir revu. Ouais, dans tous les cas, on vous encourage encore une fois fortement à regarder ces films. Ça vous permettra de profiter davantage de la seconde partie, mais vous pouvez quand même l'écouter même si vous ne les avez pas vus ou que vous ne comptez pas les voir, parce que de toute façon, on va vous expliquer ce qui se passe. Et alors par contre, moi je vous conseillerais de ne pas faire comme moi ou Louis, c'est-à-dire de regarder les 2 films Hmm. d'affilée 2 jours de suite. C'est C'est quand un peu même un intense. peu lourd, donc faites-vous une petite pause, regardez peut-être une série comique entre les deux, mais, si ce sont 2 films qui vous intéressent, on vous encourage à les voir et revoir. Absolument. Eh bien, merci en tout cas pour l'écoute de cet épisode. On vous fait des bisous chaleureux et on se retrouve dans l'épisode suivant, l'épisode spoil. À tout de suite. À tout de suite pour la deuxième partie.